Yo, salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver, je l'espère en très grande forme pour débriefer ensemble, 24 heures après ou presque, le match de l'OL, cette victoire en terre nordiste, en terre lilloise, au stade Pierre-Mauroy, 1-0, un match typiquement olympique lyonnais version 25-26, avec grosso modo un contenu foot qui n'est pas terrible du tout, c'est pas hyper funky, mais l'OL gagne, l'OL prend des points, l'OL avance, et n'est-ce pas là le principal après tout? Dans un contexte où l'OL a peu de moyens, où tout le monde, moi le premier, prédisait une saison très compliquée, on prend des points, on est à 15 sur 18 en Ligue 1. Eh ouais, 5 victoires, une défaite, sans ce vol de Madame Frappard, qu'on n'oubliera jamais malheureusement, on sera à 18 sur 18, on est à 5 victoires, une défaite, en 6 matchs. Tout ça, on va en reparler ensemble, il y a plein de trucs à dire sur ce qu'on a fait nous de bien, de moins bien, même si je pense qu'en termes de foot, le moins bien a pris largement le dessus sur le positif. On parlera aussi du LOSC qui, je pense, a laissé échapper la victoire pour nous, pour l'OL. Voilà, plein de trucs à évoquer ensemble, et tout ça, on va en parler aujourd'hui. Avant de commencer, les gones, comme toujours, si vous aimez le contenu, pensez au petit pouce qui prend là maintenant une demi-seconde, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Pensez aussi à commenter, à me dire vos tops, vos flops du match. Pensez enfin à vous abonner, activer la cloche, et si vraiment le cœur vous en dit, à mettre un petit coup de boost au référencement donc de la vidéo et de la chaîne. Merci par avance à toutes et à tous, les amis, que vous soyez lyonnais, lillois, pourquoi pas, stéphanois, pourquoi pas non plus, marseillais, parisien, monégasque, bordelais, nancéen, bref, lensois, c'est vous qui me le direz en commentaire. Vous êtes tous et toutes, évidemment, les bienvenus. D'abord, le point de départ, la compo du match. Revenons un petit peu au point de départ. L'OL a évolué ce coup-ci, non pas avec un numéro 9, mais sans numéro 9, exit Martin Satriano, et donc retour à la composition sans numéro 9, dans laquelle on a donc 4 milieux de terrain, qui sont ici clairement affichés à l'écran, dans la compo que je mets, avec donc pointe basse, Tessman, plus Morton, et devant eux, Tolisso et Kalismera. Sur les côtés, à gauche, Malik Fofana, et à droite, Adam Karabets, qui tous deux doivent a priori animer les côtés, dans des configurations et des rôles de jeux différents. Karabets plutôt comme un joueur de contrôle, d'emprise sur le jeu technique, et Malik à gauche dans un rôle plutôt de prise de l'espace, de verticalité, de 1 contre 1, même si, il faut le dire, dans ce match qu'il a opposé à Thiago Santos qui revient d'une grave blessure, je trouve que Malik a été assez peu offensif au final, quoi. Bien pris, bien cadenassé par Thiago Santos qui fait dans l'ensemble un plutôt bon match côté LOSC. Alors ça c'est la compo de l'OL, c'est un choix de Fonseca qui peut se comprendre. Je l'avais dit en débrief de match contre Utrecht, pour moi la compo, le 4-2-3-1 théorique avec un 9, c'est pas inintéressant. Quand tu veux devant fixer une défense, mettre plus de poids, être bon de la tête, un numéro 9 c'est pas inutile, c'est vrai, mais on l'a vu contre Utrecht, en termes de contrôle technique sur le jeu, ça a été moins bon quand même. Pour sortir les ballons sous pression, dos au jeu, Satriano c'est quand même moins bien que Tolisso ou Kalismera. C'est une évidence pour tout le monde je pense. Mais ce coup-ci, donc Fonseca part sur un dispo sans numéro 9, mais le gros problème, c'est que pour une fois, ce fameux carré dont je parle souvent et qui, je le pense vraiment, a guidé Fonseca vers l'absence d'un numéro 9, ce carré n'a pas été aussi bon que d'habitude. La faute à quoi? La faute à qui? C'est simple. En fait, l'OL fait techniquement, je dirais, globalement un match relativement moyen, même très moyen, avec beaucoup de pertes de balles, sous pression de vraies galères pour sortir les ballons, c'était pas aussi bon que d'habitude, ça il faut le dire, dû aussi, c'est important de le souligner, à la qualité qu'il y avait en face. Rappelons-le, il faut aussi recontextualiser, quand tu joues le LOSC, tu joues logiquement dans une Ligue 1 qui compte le PSG et le reste, pour moi en tout cas, Lille c'est le top 3 naturel. Voilà, dans une Ligue 1 de vitesse, si on met de côté Paris, et si on pense seulement aux autres qui ont des moyens plus normaux, l'OM et le LOSC, à 1 degré moindre, Monaco, et pourquoi pas nous, si le bonheur nous guide, mais logiquement, Lille, c'est top 3 naturellement en Ligue 1, quoi. Quand tu vois l'effectif, ça c'est pareil, les gars, on en parlera après en détail, mais quand tu vois l'effectif du LOSC contre nous, pardon, mais en Ligue 1, hormis Paris, qui a mieux que ça? Personne. Personne. Haraldson, Giroud, Fernandez Pardo, Igaman, Benjamin André qui était absent, Boadi, j'en passe, d'autres et des meilleurs, Ben Taleb qui rentre en fin de match et qui fait une belle entrée pour Lille. Il y a du matos côté lillois, et ça, faut pas l'oublier. On a affronté une équipe qui, en Ligue 1, est l'une des 2-3 qui ont le plus de moyens techniques.
Je reviens à l'histoire du match. Alors ce match, on le commence, je dirais, de façon relativement, observation des deux côtés, lillois et aussi lyonnais, côté OL. En termes de match, relativement dans l'observation, chacun se teste, se jauge, qui fait quoi, comment. Et les 10 premières minutes, on voit un OL qui, alterne temps défensif, temps de possession. C'est pas foufou. Et très vite, par contre, je m'en rappelle, j'étais au stade pour le match. Très vite au cours du match, aux environs de la 5e minute de jeu, je me dis attention, il y a un vrai challenge, un vrai duel dans le match. C'est le rapport en 1 contre 1 entre Fernandez Pardo côté LOSC et Hensley Maitland-Niles. Et pas manqué, ça a été l'un des, si ce n'est le duel du match qui a fait beaucoup de dégâts. Et on peut clairement le dire, le belgo-espagnol Fernandez Pardo a laissé pour mort sous assistance respiratoire, sous oxygène, Hensley Maitland-Niles. Ça a été une catastrophe, une souffrance. Franchement, l'anglais, il a vécu un calvaire tout le long du match, pris en 1 contre 1, vitesse, accélération, débordement, waouh. J'étais à 20 mètres de l'action, c'était franchement saisissant. Le 1 contre 1, Fernandez Pardo, Maitland-Niles, ça a été un calvaire pour Hensley, tout le long du match. Ça, et aussi la trop grande liberté accordée à Haraldsson, qui pouvait décrocher, dézoner, aider à droite, à gauche, et durant, je dirais, 20 minutes, tout ce qui vient côté lillois, ça provient de 2 joueurs, Fernandez Pardo et Haraldsson. L'un en 1 contre 1 qui est un bolide, un dragster qui va trop vite, et l'autre, l'Islandais, qui est un joueur de demi-espace, qui décroche beaucoup, qui était trop libre de tout mouvement, et ça on a failli le payer cher. Heureusement, défensivement, on en parlera après aussi, on peut s'appuyer sur un trident extrêmement solide, Mata, Niakhaté, le match de Niakhaté. Moussa, si tu m'entends, autant j'ai parfois été dur avec toi, mais alors depuis le début de saison, et sur ce match-là, c'est du haut niveau. C'est vraiment du haut niveau. Le duel défensif Moussa Niakhaté, Olivier Giroud, franchement, j'étais en bas de tribune latérale à 20 mètres de ce qui se passait. C'était vraiment fort, très très fort, des duels très âpres, costauds. Moussa, il a jamais lâché, toujours présent, à la couverture, dans l'un contre un, de la tête au duel. Franchement, énorme match de Moussa Niakhaté. Et au cage, Dominique Greif, évidemment, qui fait aussi une super fin de match, dont on parlera après en détail. Alors, l'entame est pour nous moyenne, comme je vous l'ai dit. Et il y a ce but qui vient au terme d'une très belle action. Et je m'en rappelle très bien, quelques instants avant le but, il y a une séquence de jeu où on voit dans le carré, et ça c'est un point tactique qu'il faut impérativement analyser, les gones. Je me rappelle qu'on voyait des décrochages, des permutations dans le carré. On avait en point de basse Morton, Tessman, et devant eux Tolisso, Mera. Et très souvent, on voyait Mera reculer, Tolisso reculer un petit peu, pour laisser l'espace pour se projeter donc à Morton ou parfois Tessman. Et dans la foulée, sur le but du 1-0, c'est exactement ça, les amis. Prenez le but, c'est vraiment ce que je vous dis là. On a une séquence de jeu où on est en bloc médian, voilà, plutôt tranquille, et on voit Kalisz Mera qui décroche vraiment, qui aspire avec lui à Aïssa Mandi. Aïssa Mandi donc suit Kalisz Mera, un peu, même carrément haut sur le terrain, et dans son dos, il libère de l'espace pour Tyler Morton, qui va attaquer l'espace, course vers l'avant verticale, il se projette, l'action se développe, on trouve à gauche Malik qui prend le côté, qui fixe, qui trouve, je crois en retrait, il me semble, Kalisz Mera, et qui lui, sur une passe décale à gauche, Tagliafico, super centre, et qui retrouve-t-on à la conclusion le même Tyler Morton qui est là devant et qui en fait prend la place du numéro 9. Et ce type d'action-là qui mène au but de l'OL sur le 1-0, on l'a vu, je dirais, 3 ou 4 fois. C'était vraiment bien fait. Et c'est travaillé, c'est bossé à l'entraînement. Ces phases de jeu où Mera décroche, Tolisso décroche et Morton prend l'espace dans leur dos, parce que Mandi ou Ngoy les suivaient, c'est travaillé à l'entraînement. On l'a vu, je dirais, sur 45 minutes, 3-4 fois, ça a été bien fait, dont le but de l'OL. Et c'est là où on voit qu'il n'y a pas de place au hasard dans le foot. Tout est travaillé, tout est fait avec minutie, consciencieusement. Chaque action, chaque déplacement des uns par rapport aux autres est fait dans l'intérêt du collectif, dans le sens du jeu. Et ce but de l'OL, non seulement il est beau, il est bien construit, et surtout il est intelligent. C'est un but vraiment intelligent, qui montre que même si tu n'as pas de numéro 9, même si tu n'as pas devant de joueurs pour fixer et être bon comme point de pivot, malgré ça, malgré l'absence d'un numéro 9 de fixation, tu peux malgré tout marquer un but contre le LOSC sur une très belle action, bien pensée,
bien construite et bien séquencée. Vraiment un très joli but de l'OL et qui vient ponctuer une entame de match, je dirais, correcte, pas folichonne, correcte, mais l'OL est un OL maintenant qu'on commence bien à cerner, un OL clinique, un OL tueur qui sur une action peut marquer un but et jusqu'à la fin du match préserver ce maigre avantage que lui donne le score. C'est l'OL version, moi je dirais franchement, version Atlético Madrid de Diego Simeone, en mode tortue carapace. Et cet OL-là, il a aussi un petit côté, je trouve, Olympique de Marseille, 2012, 2013, Eddie Bop, où rappelez-vous, où tous les matchs étaient gagnés sur le score de 1-0, une équipe extrêmement sérieuse, mais pas très funky à avoir joué au foot. Il y a un petit côté ça dans l'OL de Fonseca. Et quand on y pense, c'est d'autant plus fou qu'en l'espace de quelques mois, l'OL a opéré une transformation, mais de folie. Alors là, franchement, les Gones, c'est de la folie. On passe d'un OL l'an passé, qui techniquement avait une touche créative en Ligue 1 relativement rare. Cherki, Thiago Almada, Mikotadze, Malik, beaucoup de mecs forts dans le 1 contre 1 qui faisaient de vraies différences. On avait un OL plutôt joueur, et maintenant on a un OL plutôt calculateur. Un OL calculateur, un OL pragmatique, qui fait un match bac plus 3, gestion. Bac plus 3, gestion. Alors pas bac plus 5, sinon ça aurait été parfait et tout aurait été nickel, mais un bac plus 3, gestion, quoi. Où tu parviens sur une mi-temps à faire le minimum, tu mets un but, l'OL se montre ultra réaliste et devant et derrière, une action égale un but, sans pitié, voilà, on te tue directement, c'est fort. Mais ça montre bien que le coach, quand même, faut le souligner, c'est super important, Paulo Fonseca, il a opéré une transformation que jamais je n'aurais soupçonné. Mais vraiment jamais. En quelques mois, lui qui est amoureux du beau jeu, de la possession, avec un effectif réduit, il est parvenu à prendre tout ça, les quelques ingrédients réduits qu'il avait entre les mains, pour en faire une recette cohérente. C'est pas un foot sensationnel, transcendant, exaltant, pas du tout, loin de là. Il y a des moments du match où je me dis, bon, ça tient à rien, quoi. Ça tient sur un fil, on est sur la pente raide. Mais malgré ça, l'OL est cohérent. L'OL est vraiment cohérent. Tout ce qu'on fait, c'est fait avec du bon sens, du calcul, et les talents que l'on a en moins par rapport à l'an passé, ils sont comblés par un surplus de collectif, des valeurs morales exceptionnelles, courage, solidarité, abnégation, sens de l'effort, générosité, les courses. Et ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est cette dose de vice qu'a l'OL. Franchement, j'étais au stade, faut voir comment les Lillois étaient fous en tribune. Ouais, c'est une honte, équipe qui triche à chaque 6 mètres, je revois les images. Dominique Greif, il prenait son temps, tranquille les gars, tranquille, calmez-vous, hop, un contact, roule-toi par terre. Ah, fallait voir dans le stade tous les Lillois en tribune qui disaient « Ouais, c'est une honte, monsieur Vernis, arbitre corrompu, il est lyonnais, regarde-moi ça, le gardien lyonnais tout en train de prendre son temps sur les 6 mètres. » C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et Tolisso, c'est un simulateur, il se roule par terre. Et Nakate, il tire le maillot. Ils n'ont fait que chialer tout le long du match. Tout le long du match. Mais ça montre bien que l'OL, si on tire les maillots, si on exagère les fautes, si on gagne du temps, c'est que là-dedans, en termes de QI foot, d'intelligence collective et tactique, on a step up, on a progressé. Et vraiment, les amis, c'était pas gagné. Rappelez-vous ces matchs l'an passé où j'ai dit souvent l'OL est naïf défensivement. On prenait trop de risques, pas assez mature, pas assez concentré. Même si c'est pas encore parfait aujourd'hui, on peut le dire. Défensivement, il y a plein de points qui me posent question. En termes d'attitude, Maitland-Niles, il a été mangé, lavé, laissé pour mort par Fernandez Pardo durant tout le match. Mais globalement, on voit une équipe qui sait où elle va, comment, et qui sait exactement ce qu'elle a à faire. Voilà, à quel moment du match on se déplace, comment on défend les uns par rapport aux autres, qui fait quoi. En fait, l'OL n'est pas génial, mais l'OL est vraiment extrêmement cohérent. Et ça, c'est beau à voir. C'est un foot différent, un foot plus dans les valeurs, un foot plus mental, si on peut le dire comme ça, plus physique, plus mental, moins technique, c'est vrai, mais c'est un gain de maturité qui est fou, un bond en avant qui est vraiment énorme. Et au final, si on fait le bilan de la première mi-temps de l'OL, est-ce que l'OL a été vraiment mis en énorme difficulté, comme beaucoup veulent le dire? J'ai lu parfois le mot hold-up, le mot vol de l'OL. Est-ce que vraiment, durant une mi-temps, l'OL a été mis en très grande difficulté? Pour moi, non.
En seconde mi-temps, je dirais qu'on a 10 minutes qui sont vraiment intéressantes. Entre le coup d'envoi de la seconde mi-temps et la 55e minute de jeu, on a eu, je dirais, 2-3 temps de possession vraiment affirmés qui ont été positifs. Quand j'ai vu l'entame de seconde mi-temps, je me suis dit, oh, c'est bien, l'OL parvient non seulement à être défensivement hermétique, solide, et en plus de ça, les quelques temps où on a le ballon entre les pieds, on parvient à le garder, à le geler littéralement. On a gelé la possession durant, je dirais, peut-être 7-8 minutes. C'était bien, avec une phase de jeu qui était bien amenée. J'ai encore en tête où on part de notre camp, Mata, Niakhaté, Tessman qui change à droite pour qu'Alice Mera centre, dévie en corner. Mais vraiment, durant 3 séquences de jeu bien prononcées, durant peut-être 2 minutes chacune, c'était bien amené, bien construit. Et au stade, j'entends les gens qui m'entouraient, les Lillois qui me disaient « Mais ton équipe, elle est en train de nous geler, là, en fait. On est en train de perdre pied. » Et tout le monde s'est dit, moi le premier, vu des tribunes, si le LOSC ne change pas un truc très vite, si Genesio ne change pas un truc très vite, ils vont avoir du mal à bouger l'OL. Vraiment. Et c'est ce qui s'est produit. Alors, jusqu'à la 57e minute de jeu, où là, le LOSC accélère un petit peu, c'est normal. Il y avait un 0 pour nous, il voulait reprendre le cours du match. Mais avec le recul et en ayant revu le match en replay ce matin à la maison, je dirais que le début de seconde mi-temps, il est pour l'OL. Parce que l'OL a compris sur 10 minutes que défendre dans ton camp quand t'es solide, c'est possible, tu peux le faire. C'est risqué, mais tu peux le faire. Mais le meilleur moyen de défendre, et là on retrouve l'un des principes de Fonseca, l'un des meilleurs moyens de défendre contre Lille, c'est de geler la possession. Tu prends le ballon, tu le gardes durant 2 minutes, et en faisant ça, tu vas maîtriser le tempo du match, tu vas refroidir la furia qu'aurait dû mettre le LOSC, et qu'ils n'ont pas su mettre durant l'entame de seconde mi-temps. Alors après, évidemment, le match change un petit peu, c'est normal. Lille est chez lui, ils veulent faire un score, remonter, égaliser, c'est normal. Et c'est justement là où les choses se compliquent pour l'OL, parce que quand Genesio, il faut le dire, il a un banc de qualité... plus en Ligue 1. Quand il fait rentrer Genesio, Igaman, quand il fait rentrer Sahraoui, forcément tu recules. Je vous ai mis un screen à l'écran les amis, on est en fin de match, c'est l'action d'ailleurs qui précède la parade énorme, monstrueuse de Dominique Greif, la parade façon Neuer 2014 au Brésil contre Karim Benzema. Et quand on prend la séquence que je mets à l'écran les amis, enfin quand même il faut aussi un petit peu relativiser le match de l'OL qui techniquement paraît un petit peu pauvre, c'est vrai, mais quand tu vois le matos qu'a Genesio entre les mains, c'est pas du tout le matos qu'a entre les mains Fonseca. Clairement, les amis. Lille finit avec sur le terrain un 3-4-3. 3-4-3 avec un pivot double Bentaleb et Haraldsson qui reculent pour faire le faux numéro 6, entre guillemets. Et devant eux, il y a quoi? Il y a qui? À droite, Thiago Santos, super joueur. À gauche, ils ont Verdonk qui crée du surplus. Et ils ont devant eux la bagatelle de 3-4 joueurs, parmi lesquels Fernandez Pardo, Sahraoui, Giroud, Igaman, rien que ça. Donc forcément, voilà, c'est pas étonnant que l'OL souffre, c'est pas étonnant. Et c'est pour ça que, même moi qui suis super exigeant, je le sais, parfois un petit peu trop, je le sais aussi, un tel match où on souffre, où on est vraiment le cul par terre dans notre surface, c'est pas une infamie, quoi. Faut se dire aussi, l'avoir à l'esprit, ce LOSC-là a un matos que n'a pas l'OL. Quand Genesio fait rentrer Igaman, Sahraoui, Bentaleb, nous on fait rentrer des gamins. On fait rentrer Morera, Pavel Schultz qui fait une entrée relativement moyenne. Sur le banc, t'as qui? T'as Molébé, t'as Alejandro Gomez Rodriguez. C'est pas les mêmes cartouches. Clairement, on a 2 coachs qui ont des moyens mais tellement différents. Donc, ce que produit l'OL sur un match, en souffrant, en tenant, en maintenant ce 1-0, malgré un contenu foot qui, oui, on repassera, c'était pas génial, malgré ça, les points que prend l'OL, c'est fort. Mentalement, c'est fort. C'est la morale de l'histoire, les Gones. On a une équipe de chiens de la casse. Des chiens qui ne lâchent jamais rien. Hier soir, les Dogs, c'était pas les Lillois, c'était les Lyonnais, c'était nous. On avait une équipe de chiens qui ont tout fait durant 1h30, quoi. Qui ont tout donné, qui n'ont pas triché. Qu'est-ce que tu peux reprocher à une équipe comme ça? En termes de foot, oui, c'est pas l'extase, c'est vrai. Mais quand tu vois l'intensité, la générosité, les courses, les efforts, il n'y a personne qui triche, personne. Il y a quelques petits comportements individuels qui posent question encore, c'est vrai. Coucou Maitland Nice. Mais dans l'ensemble, ce que le staff a fait de cette équipe-là, qui trop souvent
était une équipe naïve l'an passé, maintenant qui est une équipe sérieuse et rigoureuse, franchement, c'est admirable. C'est pas un foot qui m'emballe, mais en termes de cohérence, de valeur morale, c'est un bond en avant qui est énorme. Et ça, c'est vraiment ce que je veux que tout le monde retienne, c'est que l'OL n'est pas une équipe qui est géniale, c'est vrai, il y a quelques phases de jeu que j'aime bien, mais dans l'ensemble, ce qu'on montre sur un terrain de foot, c'est positif en termes de valeur, d'abnégation, de courage. Voilà, et je le rappelle, point super important, l'OL fait 15 points sur 18 en jouant Rennes, un vol terrible, en jouant Marseille, Lille, Lens, rien que ça. 3 équipes, 4 même sans contre Rennes, qui sont des concurrents quasiment directs aux places européennes. Donc bravo à l'équipe, bravo aux joueurs, un match plein de super valeurs. La partie foot, c'est vrai, c'est pas du joga bonito, clairement, on est loin de ça. Je pense que tout le monde le sait, nous, le staff, les joueurs, prenez ce qu'a dit en fin de match Tolisso. Coco, il l'a dit clairement, on ne pourra pas faire des matchs tout le temps comme ça, où on a une occasion et demie par match, on marque un but et on tient le 1-0, c'est impossible. Il y aura forcément un jour où ça ne passera plus, ça on le sait tous, le staff le sait, vous le savez, moi aussi, les joueurs, mais à l'heure où on se parle, savourons, voilà, savourons, prenons les points et kiffons ce moment plaisant de voir un Noël qui est tout en haut de la Ligue 1, alors que tout nous prédestinait à être tout en bas ou presque dans le ventre mou de la Ligue 1. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. On avance, on prend des points, bravo à tout le monde, au staff, aux joueurs, parce que battre Lille chez lui, c'est pas donné du tout à tout le monde. Bravo à tous. Alors rapidement, les tops et les flops du match. Alors les amis, pour mon flop du match, commençons par le négatif. Mon flop du match, j'aurais pu dire en numéro 3, le carré du milieu de terrain. Parce que c'est logiquement l'un des points forts de Fonseca et de l'OL, le carré qui doit créer du surnombre, de l'activité et une emprise technique sur le match. Je dirais que là, c'est peut-être le match où le carré, entre guillemets, magique de Fonseca a été le moins magique, entre guillemets. Parce qu'on n'a pas été bon dans le contrôle technique du match. Il y a des phases de jeu où on subit trop haut, on n'arrive pas à monter le bloc, on n'arrive pas à garder le ballon. On l'a fait durant, je dirais, allez, maximum 10 minutes entre la mi-temps et la 55e à peu près. C'est trop peu, c'est pas assez. Et sur ce match-là, je pense que l'une des batailles perdues, c'est dans le cœur du jeu où on n'a pas été assez bon, où il y a eu beaucoup trop de liberté accordée à Haraldsson, où il pouvait décrocher, dézoner, aller à gauche, à droite, soutenir Giroud. Ça, on l'a mal géré. Donc je dirais, en numéro 3, le carré. Numéro 2, je pourrais dire aussi, alors pas l'arbitrage au sens large, parce que pour moi, il n'y a pas de scandale arbitraux contre le LOSC, mais en termes de surréaction, de coups de sifflet, c'est trop. On a vu un match qui, je pense, aurait dû être plus vivant, plus rythmé, plus dynamique, mais Monsieur Vernis, il a ce défaut, comme beaucoup d'arbitres en Ligue 1 malheureusement, c'est qu'il aime bien être le protagoniste du match, alors que le foot reste avant tout un sport où les joueurs sont les artistes et pas l'arbitre. Pour moi, un match de foot où l'arbitre devient l'un des éléments centraux du match, c'est qu'il a quelque part échoué à sa mission. Je pense qu'il a trop sifflé, il y a plein de jeux, de faits de jeu qui auraient dû être laissés. Voilà, tant pis, on joue, avantage, laissez jouer, quoi, laisse respirer le jeu. Et ça, il a mal géré. Donc en numéro 2, je dirais, Monsieur Vernis, c'est l'arbitrage global du match. Mais en numéro 1, mon vrai flop du match, et là je sature complet en termes d'attitude, c'est Maitland-Niles, quoi. Ainsley, Maitland-Niles, c'est pas possible. Franchement, Ainsley, ça m'énerve parce que toutes les fois où je dis qu'il est super important tactiquement, parce qu'il peut dézonner, être un numéro 8, un numéro 6, attaquant droit, piston droit, latéral droit, il sait tout faire. Et tactiquement, il est super intelligent. Mais je fais un arrêt sur image pour commencer, pour bien montrer ce que je veux vous dire, les amis. Ça a été pour lui un supplice. Alors oui, en face, c'est vrai, il faut le dire, admettons-le, il avait un client. Parce que le petit Fernandez Pardo, oui, avec ses gros cuisseaux et ses gros mollets, il va super vite, il est très puissant, très tanké. Là-dessus, pas de débat, pas de problème. Ce joueur-là, il fera mal en Ligue 1 à quasiment tout le monde. J'en suis convaincu. Mais tu peux être passé défensivement. Tu peux perdre un duel défensif. Mais quand tu perds un duel défensif, bordel, fais le minimum, quoi. En termes d'attitude, c'est pas possible. Là, j'ai relevé, écoutez bien les gars, hein, vraiment c'est un calvaire. J'ai relevé Maitland-Niles déposé sur place, laissé pour mort à la 6e minute de jeu. Maitland-Niles au supplice,
10e minute de jeu. Maitland Niles laissé pour mort une 3e fois sans oxygène à la 25e minute de jeu. Maitland Niles supplice à l'heure de jeu. C'était non-stop, non-stop. Il lui a tout fait. Tout fait. Prise de balle, gauche-droite, accélération. C'est pas possible, quoi. À ce niveau-là, je pense que sur le match d'hier, si le LOSC est beaucoup plus réaliste, ils peuvent nous tuer. Et si le LOSC appuie encore plus sur les lacunes de Maitland Niles, ils peuvent nous tuer. C'est pour ça que, pour moi, le flop du match, c'est vraiment Ainsley Maitland Niles. Voilà, dans le foot, le 1 contre 1, tu peux le perdre. Le foot veut qu'il y ait des duels, des 1 contre 1. Et tu peux pas tout gagner, c'est impossible. Mais quand tu perds un duel, bordel, fais au moins l'effort, quoi. C'est-à-dire, la gestuelle, dès qu'il est passé, oh bah, il est passé, bah vas-y, frappe. Ah bah c'est bon, quoi, c'est bon. Regardez à l'image, je vous mets à l'écran ce que je vous dis là, les gones. Sur l'action, le 1 contre 1, il se prend un crochet, franchement un crochet basique. Alors oui, ça va vite, mais il se prend un crochet basique. Dans la foulée, qu'est-ce qu'il fait? Oh bah je suis passé. Oh bah vas-y, frappe. Vas-y, tranquille. Bah non, quoi, désolé, mais non. T'as 10 mecs qui se dépouillent, et t'en as un qui, sur un 1 contre 1 perdu, dit bah tu m'as dribblé, vas-y, frappe. Ah ok, d'accord, si tu veux, Ainsley. Bref, flop du match, Ainsley Maitland Niles. Maintenant, au niveau des tops, alors mon top du match, j'en ai deux. J'ai vraiment deux tops du match qui m'ont... vu du stade, en tribune, c'était très fort, vraiment très fort. Pour l'ensemble du match qu'il a fait, et son duel de titan avec Olivier Giroud, où il l'a cadenassé, il l'a muselé, il lui a laissé que des miettes tout le long du match. D'ailleurs, à la fin de match, il y a une scène qui est belle à voir, où Giroud vient à s'accoler avec Nakate, et je pense qu'il lui dit, écoute, tu m'as bien eu ce coup-ci, j'ai rien pu faire. Franchement, Moussa Nakate, Moussa, monsieur, chapeau, respect. Moussa, il a fait un match de titan. Je me revois en train de dire à mon pote en tribune, écoute, Moussa, ce qu'il fait, c'est fort, c'est vraiment très fort. Il a tout fait. Il a couvert en profondeur, le 1 contre 1 impassable, il tirait les maillots, une dose de vis, bonne relance. Franchement, Moussa, patron en tribune. J'étais scotché. Très gros match de Moussa, Nakate, top du match, sans problème. Moi, je lui mettrais un bon 9 sur 10. Vraiment un match quasi parfait. Vraiment. Et le second top du match, alors comment pourrait-on l'oublier? C'est impossible. Dominique Greif, monsieur Dominique Greif, waouh. Les amis, je vais vous dire un truc. Dans le foot, le poste de gardien, c'est le poste qui, pour moi, est le plus compliqué à décrypter. Parce que moi, c'est pas le poste qui me retient le plus la rétine. Mais alors, ce qu'a fait Dominique Greif en fin de match, et pas que, tout le long du match, mais la parade qu'il fait là, sur le long ballon vers Sahraoui, côté droit, frappe surpuissante, et là, bam, comme ça. Waouh. Vu du stade, c'est choquant. Je vous jure, c'est vraiment choquant. Je pèse le mot, c'est hallucinant. Ça va trop vite. Ça se joue en une demi-seconde, le ballon part, il est sec, il est frappé sèchement, et là, tu te dis, mais comment il a fait, quoi? Comment il a fait le réflexe de folie comme ça, boum, je le sors, waouh. Waouh, Dominique Greif, waouh. À la télé, je l'ai vu en replay, c'est fort, mais vu du stade, c'est encore plus fort. Ça va trop vite, vraiment trop vite. Donc Moussa, top du match, et Dominique Greif, top du match. Bravo à tous les deux, c'était vraiment un très gros match de leur part, très haut niveau, et on a comme une colonne vertébrale qui se dessine avec Dominique Greif, Nakate, Tessman, Tolisso. Voilà, on sent qu'il y a une colonne qui se dessine. Et ça montre aussi que l'OL est beaucoup plus solide qu'il ne l'a été par le passé. Voilà en gros les gones, tout ce que je voulais vous dire après un tel match, une victoire de l'OL, victoire laborieuse mais 3 points qui font beaucoup de bien dans la course, pourquoi pas, aux places européennes en Ligue 1, on le souhaite à l'OL. En tout cas, il y a un bout de temps qu'on n'a pas été aussi haut au classement et ça, entre nous, peu importe le contenu, on s'en fout un petit peu, ça fait quand même très plaisir. Sur ce les gones, portez-vous bien, on se retrouve très vite, je sais pas encore quand parce il me faut du temps entre le boulot, la famille, c'est pas évident, mais je vais tenter de caler ça d'ici peu pour faire du contenu sur le 11 lyonnais. Ciao à tous, je vous embrasse toutes et tous évidemment. À bientôt et allez l'OL plus que jamais. Ciao.